Bonjour Nelly, Bonjour. je te présente un petit peu, tu es une de mes anciennes clientes du salon, parce que j'ai Exactement. travaillé au salon de coiffure basique. Et l'idée c'est qu'aujourd'hui on va parler un petit peu de ton histoire, de ton vécu, de ce que tu aimerais pour l'avenir. Donc je vous dis bonjour à tous, Salut. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti. Oui, cool. Alors, on va commencer un petit peu par ton enfance, parce que c'est Oui. là en fait où tout commence en tant qu'homme ou femme noire, en tout cas issu d'origine africaine. C'est vrai. On a toujours des parcours un peu particuliers, une éducation un peu particulière. Et est-ce que toi, tu te souviens de tes premiers souvenirs en fait d'enfance et d'éducation? Oui, alors je me souviens qu'au début, j'avais du mal à accepter mon apparence. Mes cheveux crépus, mon nez épaté, ma bouche, enfin tout ce qui s'ensuit. Et parce qu'à ce moment-là, il y avait très peu de représentations d'enfants qui me ressemblaient, que ce soit à la télé, partout dans les magazines. On n'était pas du tout représentés à ce moment-là en 2000 et quelques. Hein. Il n'y avait pas trop de représentation. Et il y avait une scène qui m'avait marquée, c'était que je prenais la serviette de bain et je m'amusais à avoir les cheveux hyper longs. Et je crois que mon père il m'avait trouvé une fois comme ça et il m'avait dit mais qu'est-ce que tu fais? Enfin c'est pas ça, nos cheveux ils montent vers le ciel, faut que tu t'acceptes, machin. Mais j'avais du mal à comprendre à ce moment-là. Et je me souviens aussi d'avoir demandé à ma mère oui, est-ce que je veux avoir les cheveux comme ma copine? Elle a les cheveux lisses, est-ce que je peux avoir un assouplissement? Parce qu'on pensait que l'assouplissement c'était moins agressif que le défrisage. Alors qu'en fait ça revient un peu au même. Ouais. Hein. Et au bout d'un moment j'ai commencé à avoir des plaques au niveau du cuir chevelu. Donc ça a commencé à être un peu grave. Et il y a un moment où le mouvement du retour naturel commençait à émerger un petit peu, 2010 par là. Et on commençait à tomber sur des vidéos avec ma mère et on s'est dit on va arrêter progressivement et j'ai fait une transition au fur et à mesure. Parce que ce truc de la serviette, moi je le faisais aussi, tu sais, t'avais le manteau à capuche, tu mettais C'est là ça. et tu faisais ça sur le côté. Et tu te regardais dans le miroir. Et tu te regardes dans le miroir, bien évidemment, mais effectivement, ouais, c'est les premiers souvenirs, c'est la comparaison avec les copines qui avaient les cheveux raides ou ondulés vite fait. Ou même certaines copines noires qui avaient utilisé l'assouplissement de défrisage. C'est vrai. Ouais. Et donc ton père, il a été contre cette idée de défriser ou parce que tu me dis oui, tes cheveux ils sont faits pour monter? Oui, mais même ma mère, elle l'a fait à contre-cœur, c'est parce que j'insistais en fait. Ma mère ne voulait pas au début. Parce qu'elle avait utilisé le défrisage et elle avait vu les dégâts, la casse. Enfin, c'était un peu compliqué à gérer au final. C'était plus de mal que de bien. Alors qu'on se disait que bon, ça va être plus facile à coiffer, mais ça abîme beaucoup. Ouais. Ça abîme, surtout que c'est pas juste le cheveu qui est abîmé, c'est le cuir chevelu. Et quand le cuir chevelu est abîmé, parfois ça ne cicatrise pas. Exactement. Mal, et du coup on se retrouve avec 10-20 ans plus tard des problèmes où les cheveux n'en poussent plus. Donc je trouve ça chouette que tes parents qu'ils t'aient pas poussé en tout cas, que ce soit vu que de toi. Et du coup, est-ce que tu te souviens de ton premier défrisage à peu près à quel âge c'était? Est-ce que j'avais 10 ans, aux alentours de mes 10 ans je pense. Ouais. Et je me souviens que ma mère faisait hyper attention, elle mettait les gants, elle suivait vraiment les étapes parce qu'on savait que ça pouvait brûler. Et je sais plus si c'était mon premier défrisage ou assouplissant. Le avant-après m'avait extrêmement choquée. Parce qu'on se souvient d'à quoi ressemblaient les filles sur la boîte. Et même aujourd'hui, on en a retrouvé certaines qui disaient non, c'était pas du tout nos cheveux naturels. Ici, c'était nos cheveux naturels, mais en fait, ils étaient lissés. Ils étaient pas défrisés. Et premier défrisage ou deuxième, je sais plus, ou assouplissant, je me regarde dans le miroir. Je me dis, mais c'est pas beau en fait. Genre, ça faisait. Je sais pas, il y avait le volume que j'avais perdu. Et je me suis dit, mais mince, tout ça pour ça. Donc, du coup, tu l'as fait cette fois-ci, est-ce que tu l'as refait derrière? Je sais plus si je l'ai refait derrière. Mais je crois que j'avais pris conscience on nous vendait un peu du rêve en fait. Ouais, c'est ça. T'as pris conscience assez vite. Je trouve ça cool que t'aies vraiment. Bref, assez vite, c'est très très bien. Après, je pense que c'est mon environnement qui a fait en sorte que je prenne conscience assez vite parce que vu que mes parents ils étaient contre dès le départ, forcément j'avais peut-être plus de critiques là-dessus.
Et est-ce que ta mère, tu l'as connue avec des cheveux lisses? Est-ce que tu as connu les deux? Qu'est-ce que tu... Oui, je l'ai connue avec les cheveux défrisés. Elle faisait souvent une coupe courte comme ça, un carré en fait arrondi. Et elle alternait entre le défrisage et en même temps elle faisait des tissages, mais toujours avec la même coupe. Mais c'était jamais hyper extravagant, c'était assez simple. Et c'est vrai qu'elle m'avait dit d'un moment que ça lui abîmait les cheveux, qu'il y avait beaucoup de casse. Ouais. Et ton papa, tu l'as connu avec des cheveux longs, courts, toute sa vie? Alors, il y avait un moment où il avait la coupe à zéro. Ouais. Et au bout d'un moment, il commençait à laisser pousser ses cheveux un petit peu, quelques centimètres comme ça. Ouais. Et est-ce qu'il a connu une époque, parce que ça arrive souvent aussi d'avoir, en tout cas du côté du père, dans les années 70, quelque chose comme même un peu plus tôt, tu sais, d'avoir l'afro. Et de voir je suis tombée sur des photos de lui avec l'afro chez ma grand-mère. Excellent. Et je me suis dit, waouh, t'avais l'afro en fait, c'est fou. Et il avait une anecdote en fait où il était allé une fois dans un salon de coiffure européen, je pense. Et il tombe sur un coiffeur brésilien qui lui dit ah non, mais faut défriser. Comme ça. Et sur le coup, on en a ri. Mais il a dit, mais quand même, c'est grave de dire ça. C'est violent. Et je sais pas si tu avais précisé, mais est-ce que son coiffeur lui-même était noir ou métissé Je sais plus du tout. Parce que parfois, c'est même des coiffeurs ou coiffeuses qui ont des cheveux crépus de naissance, qui les ont même défrisés et qui te poussent à faire pareil en te disant non, mais là, ton cheveu grainé, c'est pas possible. Quoi. Oui, moi j'en ai connu des coiffeurs comme ça. Où une fois, j'arrive chez une coiffeuse à domicile, elle voit la. Enfin, j'avais pas les cheveux hyper longs, mais j'avais les cheveux épais, quoi. J'avais beaucoup de cheveux. Elle voit mes cheveux, elle m'a dit t'as beaucoup de cheveux. Donc du coup, ça va. Elle m'a coiffée, mais bon, sur le coup, je me suis dit je sais pas, c'est normal. Oui, c'est ça, ça fait bizarre sur le coup. Du coup, t'es pas hyper rassurée, tu dis bon. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ça commence bien. Ouais. C'est fou. Et est-ce que t'as des frères et sœurs Non, je suis unique, ouais. Et du coup, ton défrisage, donc tu l'as fait une fois, tu l'as pas répété, mais est-ce que je crois qu'on l'a répété, mais pas tant de fois que ça. Ouais. 3, 4 fois, je sais plus. Ouais, donc peut-être sur une année ou sur 2 ans. Oui, on attendait quand même 6 mois entre chaque pause de défrisage, parce qu'on savait qu'il fallait quand même avoir un minimum de repousse pour le faire. Ouais, donc pas trop longtemps non plus. Non, c'est ça. Et est-ce qu'après le défrisage, t'as complètement arrêté d'utiliser des produits chimiques, mais plutôt basculé sur la chaleur, ou tu t'es dit de toute façon, mon volume je l'ai plus, mon cheveu il s'abîme, donc j'arrête même la chaleur et ça y est. En fait, j'utilisais pas de chaleur, à part le sèche-cheveux. Je me suis jamais lissé les cheveux. Donc en fait, j'avais juste le défrisage. Et entre-temps, on me faisait des tresses, on me coiffait. On utilisait certains produits, certaines marques. Tu peux citer, c'est les trucs à l'ancienne, tu peux citer. Je sais plus, est-ce qu'il y avait Palmolive il y avait je me souviens d'une bouteille rose comme ça. Ça c'est Pink de Dark and Lovely. Pink. Ce truc-là, je l'ai eu. Il est hyper asséchant. Il assèche vraiment les cheveux. C'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe. Donc il y avait ça qu'on utilisait. Et sinon, c'était beaucoup de coiffures protectrices avec les mèches. Et c'est pareil, j'ai jamais fait de tissage. Je suis jamais passée par la case tissage, lace. J'ai jamais eu ça en fait. C'était plus avec les rajouts. Et voilà. Et par exemple, les tissages et les perruques, ça t'intéressait pas parce que... En fait, je pouvais trouver ça beau, mais je pense que ça m'a pas tant intéressé que ça parce que j'avais un cuir chevelu très sensible. C'est-à-dire que déjà, les tresses, ça tire un petit peu. Donc, je faisais attention. Et ayant un cuir chevelu sensible, je pense que ça m'a jamais tenté de l'étouffer en mettant quelque chose par-dessus parce que je savais que j'allais pas supporter. Avec tendance des pellicules, non, c'est pas la peine. Donc t'as moins accès au cuir chevelu, donc dès qu'il y a un problème, tu vois pas forcément tout. Exactement. Tu le sens, mais tu vois et pas je pense que ça m'angoissait. Et déjà, je supportais de moins en moins les rajouts, parce que dans les rajouts, il y a différentes choses dedans. Ouais. Et je supportais de moins en moins, donc d'un moment, j'ai carrément arrêté les rajouts, j'en portais quasiment plus. Et avant ça, j'ai fait une transition, donc on a coupé
les bouts défrisés au fur et à mesure pour avoir plus que les cheveux naturels. Ouais, donc jamais de big shop, Non. toujours pris le temps de laisser pousser. Oui, de c'est ça, tailler. c'est ça. Ouais. Ok. Et à l'école, on va commencer par la primaire, parce que c'est finalement en maternelle, tu sais pas trop, tu es encore Oui, un c'est peu vrai. petit. Et c'est vraiment en primaire, notamment quand tu te rends compte que la couleur de peau est différente, les cheveux Oui. sont différents. Et tu as les premières remarques aussi, parce Oui. que les autres enfants sont aussi parfois C'est un vrai. peu durs. Est-ce que tu as des souvenirs de cette période-là un peu particulière ou pas? À l'école primaire, j'avais pas tant de problèmes. Il y a juste une chose dont je me souviens, c'est une fois que ma mère m'avait fait des tresses avec mes cheveux. Donc il y avait un joli tracé. Et je crois qu'il y avait un petit garçon, je sais plus de quelle origine il était, mais en tout cas je sais qu'il n'était pas noir. Et il m'a dit ah mais c'est bizarre ta tête. En fait, il comprenait pas que les tresses étaient tracées sur mon Collé sur ton crâne. crâne. Et qu'il pensait que j'avais des problèmes de pouce. C'est fou. T'as grandi dans quelle région du monde? C'était dans le 91, 91, pourtant, voilà. T'étais pas la seule noire de... Non. Mais j'ai pas compris, sur le coup, c'était bizarre. Et après, c'est plus au collège où j'ai commencé à m'assumer. Et la rentrée en 6ème, je suis arrivée avec l'afro en fait, dès le premier jour. Et moi j'étais pas du tout sereine. C'est ma mère qui m'a dit non, t'inquiète pas, ça va aller. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait très peu de filles qui montraient leurs cheveux naturels et encore moins l'afro. À la limite, un chignon, mais un afro comme ça, il y avait très peu d'enfants qui montraient ça. Et au final, je suis arrivée. J'avais des amis qui étaient là de la primaire et je voyais que tout le monde me regardait, enfin, ça faisait bizarre quand même. Et j'ai mes amis qui m'ont dit certaines m'ont dit mais c'est joli et tout. J'ai une amie qui m'a dit mais moi j'aime pas trop, machin. Et au bout d'un moment je me suis dit bon, je suis là, c'est bon, je vais faire comme si tout était normal, comme si de rien n'était. Et la journée s'est passée tranquillement. Et est-ce qu'il y a eu des mains dans les cheveux, des trucs un peu... Non, il n'y a pas eu de mains dans les cheveux. Mais au courant de l'année, ou l'année dernière, je ne sais plus trop. Et c'est venu d'une fille noire, c'est ça qui était le plus drôle. Et je me souviens qu'elle mettait des mèches, elle se faisait des tresses avec les cheveux blonds, quoi. Et elle m'a dit ah ouais, Nelly, c'est marrant. T'es arrivée à la rentrée, t'avais un afro. Et elle rigolait. Et je me suis dit, ok, c'est bizarre. Ouais, comme si c'était de la moquerie en fait. Oui, c'est ça. C'était pas du tout en mode bravo, tu t'es assumée, t'es arrivée comme ça. C'était plutôt t'es arrivée comme ça. Ouais, je vois le genre de réflexion que ça peut être. Ouais. Mais je trouve ça vachement courageux parce que 6ème, ça veut dire que t'es quand même relativement jeune. Ouais. C'est pas un âge où on est quand même... Enfin, je trouve ça vachement courageux. Parce que moi, mais je pense que si ma mère m'avait pas encouragée, j'aurais pas fait ça. Enfin, parce que c'est elle qui m'avait coiffée, c'est elle qui m'a dit vas-y, t'as pas à avoir peur. Et puis c'est bon, tu t'en fiches. Viens comme tu es et c'est tout. Et est-ce qu'en arrivant au collège, c'est quelque chose que tu as gardé, le côté afro, ou tu as changé de style de coiffure? Au collège, je me tressais, je faisais plein de coiffures en fait. Des fois avec mes cheveux naturels, des fois pas avec mes cheveux naturels. Mais toujours pas de tissage ou de glace. Et tu faisais les tresses toi-même ou pas? C'était ma mère qui les faisait. Est-ce que de temps en temps j'allais chez la coiffeuse? Peut-être. Je sais plus. Et est-ce que tu te rappelles de l'âge auquel tu as commencé à faire tes propres coiffures toi-même? Oui. Ça aussi, c'est un souvenir. C'est arrivé au lycée. Ouais. C'est arrivé au lycée et à ce moment-là, le mouvement des cheveux naturels, du retour naturel nappy, il avait pris une ampleur de dingue. Donc il y avait plein de contenu. J'avais ma tante aussi qui m'envoyait plein de vidéos. Et je crois qu'il y a un moment, je suis devenue complètement obsédée. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Au final, c'est bien parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Je me suis dit, c'est super. Je me suis fait une documentation, je prenais des notes. Mais à un moment, j'étais carrément obsédée par le fait d'avoir de la longueur, en fait. D'avoir les cheveux longs. Et je regardais plein de vidéos, comment avoir les cheveux longs, machin. Donc il y avait quand même toujours ce disque dur des cheveux beaux, c'est des cheveux longs. Donc il faut que je fasse tout pour avoir des cheveux longs.
long, et on cherche même pas forcément à se dire et en bonne santé. On veut juste long tout de suite. Exactement. Même si on met trop de produits, même si on met pas les bons produits, même si c'est pas grave, long, le reste on s'en fiche. Alors que non, cheveux longs et tout cassé, ça donne pas grand chose, surtout en afro. Oui, ça donne pas grand chose non plus. Et je rigole parce que j'ai eu la même obsession que toi, de passer des heures. Je me souviens, j'avais une youtubeuse qui s'appelait Tarengai, qui à l'époque avait un afro et qui aujourd'hui a des locks, je crois. Et, mais cette femme, je l'ai suivie sur des mois et des mois. Je regardais les vidéos avant, après. Enfin, je suivais tous ces trucs et j'étais là, mais à passer des heures et des heures sur du contenu. C'est ça. Mais je pense qu'on a vécu une chouette époque entre le avant où il n'y avait rien et aujourd'hui. Et on a pu voir la transition entre les deux. Je trouve que c'est une époque assez dingue. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des youtubeurs, pas forcément leur nom, mais plutôt leur façon de procéder, leur routine qui t'aurait marqué un peu plus que d'autres ou pas? Il y en a plusieurs. Je sais qu'il y avait Tia et Saï. Et je sais qu'elle est venue aussi à Basic. Ouais. Il y avait Nature et Ben, que je suis à un moment. Il y a une autre youtubeuse, mais elle a déserté YouTube depuis un moment. Elle avait même lancé sa marque, je me souviens plus de son nom. C'est pas très mais j'en ai suivi tellement que... Et pour le coup, celle que tu as citée, c'est plutôt des produits naturels, en tout cas dans une démarche de faire attention à ce que tu consommes. Exactement. Est-ce que déjà, quand tu avais cet afro-là, donc de la 6e jusqu'à aujourd'hui, tu avais cette démarche de te dire, quand je choisis un produit, je cherche un peu, je vois au niveau de la compo si ça va, ou c'est vraiment juste, ça sent bon, c'est pratique, et j'applique? Au début, je l'avoue, c'était vraiment, ça sent bon, ça a l'air bien, je prends. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à m'intéresser à la composition des produits. Est-ce que j'avais 13 ans par là? Je sais plus. Peut-être, je sais plus. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse attention. Et j'avais ma mère qui me disait, oui, fais attention à la composition des produits. Je disais, oui, mais si on fait attention à tout. Puis au bout d'un moment, je me dis, non, il faut vraiment que je fasse attention. C'est important. Parce que s'il y a des produits qui sont cancérigènes, surtout dans les produits cosmétiques qu'on utilise nous les femmes, si en plus avant on a utilisé du défrisage, il y a plein de choses qui peuvent s'accumuler sur des années avec les toxines dans le corps, c'est hyper dangereux. Et au bout d'un moment je me suis dit ok, je vais faire attention à ce que je mets sur ma tête. Et au niveau des routines, pareil, au début je faisais vraiment... Ça sent bon, on en parle dans la vidéo, j'achète, j'en mettais 3 thèmes bien évidemment. Oui, parce qu'on se dit plus on met de produits, mieux c'est. Après tu fais des soins, tu dis je vais en mettre plus, comme ça mes cheveux vont encore plus pousser. C'est ça, alors que pas forcément. C'est ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait, une sorte de truc déclencheur où tu t'es rendu compte que le cheveu commençait à devenir un peu plus sain, un peu plus beau? Est-ce que c'est par rapport à, je sais pas moi, le fait d'avoir changé de routine ou réfléchi justement à la composition? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es rendu compte que le cheveu allait mieux ou pas? Je pense. Oui. Parce que je me souviens qu'à un moment donné, avec ma mère, on avait décidé de se débarrasser de plein de produits qu'on avait à la maison. Parce que je pense que comme beaucoup de personnes, on achetait beaucoup. On avait aussi beaucoup d'anciens produits qu'on utilisait pour les cheveux. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient hyper toxiques, justement Pic, entre autres. Ça, c'est parti à la poubelle. Et au bout d'un moment, on a fait un tri entre qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette. Et c'est là que j'ai plutôt commencé à faire attention et à voir qu'il y avait des produits qui m'asséchaient les cheveux. Et même le leave-in, l'après-shampoing sans rinçage, quand je le mettais l'hiver, en fait, j'avais l'impression que je devais en mettre tous les jours pour garder l'hydratation plus l'huile. Et pourtant, c'était une marque que j'adorais. Et au bout d'un moment, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je voie en faisant attention. Et j'avais suivi une vidéo d'une youtubeuse qui disait faites le test pendant un jour de ne rien mettre sur vos cheveux pour voir si vos cheveux gardent l'hydratation ou pas. Et si vous avez vraiment besoin de mettre des produits sur vos cheveux tous les jours. Et j'avais fait ça. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que ça servait à rien que je mette des tonnes et des tonnes de produits. Il faut juste mettre ce dont mes cheveux ont besoin pour qu'ils soient en bonne santé. C'est ça. Comme la nourriture. Oui. Et par rapport à ton cercle amical, parce que là on a parlé de toi, de ta famille, et je trouve que ta famille elle est plutôt extra. Ça va, j'ai de la chance. Grave. Et au niveau de tes proches en amitié, ou même dans le couple, on en parlera après. Au niveau de l'amitié, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été un soutien? Est-ce que ça a été
Il y a eu un peu de tout. Parce que je sais que j'ai eu des amitiés qui n'ont pas tenu. Des fois, on a des amis d'enfance et après, ça s'arrête. Et je pense que ça n'a pas tenu parce que par moment, quand on est assez authentique avec soi-même et qu'on est d'un milieu un peu militant, parce que mes parents ils sont activistes et moi aussi dans un sens, et le fait de ne pas rentrer dans le moule et de ne pas vouloir être à tout prix conformiste, ça fait en sorte qu'on va se rendre compte arriver à l'adolescence ou en étant jeune adulte qu'on n'a plus grand chose en commun avec certaines personnes. Et des fois, on va pas te le faire comprendre de manière explicite, mais de manière implicite qu'en fait, j'ai plus grand chose à voir avec toi parce que moi, j'adhère pas vraiment à ton combat. Ça va être un peu ça, quoi. Donc, ça a été ça dans plusieurs amitiés que j'avais depuis très 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 longtemps. Donc, ça a été un peu difficile. Et est-ce que, avec ces personnes-là, justement, quand t'es pas sur les mêmes rails, est-ce qu'il y a eu des discussions même où c'était des trucs où tu disais mais en fait là tu vois ça va pas, ça résonne pas avec... Oui, ça m'est arrivé. Je me souviens, à ce moment-là j'étais à la fac et j'avais un ami qui était là et je l'avais présenté à des amis de la fac que je m'étais faite. En effet, et en fait, à un moment donné, on parlait d'un truc, et parce qu'à ce moment-là, on s'intéressait beaucoup à l'histoire de l'Afrique avec mes parents, au calendrier égyptien, au Nouvel An, etc. Et je me souviens que cet ami-là, il a dit devant mes amis « Ah oui, c'est encore tes histoires là, comme ça. » Et mes amis de fac, ils ont rien dit. On a continué à avoir cette discussion-là. Ils me disaient « Ah, c'est hyper intéressant. » Et lui, c'était vraiment... c'est n'importe quoi, cette histoire. Et là, je me suis dit « Waouh !» Il y a un truc qui va pas. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu en as parlé avec cette personne ou est-ce que tu t'es dit en fait j'ai pas le temps, c'est même pas j'ai pas le temps, c'est j'ai pas l'énergie je vais juste peut-être réduire la fréquentation. Je suis pas sûre de lui en avoir parlé sur le coup parce que je m'en suis pas rendu compte. C'est au bout d'un moment que j'ai vu qu'il y avait plein de choses comme ça par rapport en tout cas à la vision du monde qui était totalement opposée. Je me suis dit ouais, il y a un souci, et surtout quand des fois t'as d'autres choses qui s'accumulent qui n'ont rien à voir. Je dis non, au fur et à mesure, on va prendre nos distances. Ouais, je comprends. Et tu parlais de tes parents militants, j'aimerais vraiment revenir dessus parce que je trouve ça vraiment chouette. À quel âge tu t'es rendu compte que tes parents, ils étaient potentiellement différents de ce qu'on pouvait voir à la télé ou dans les médias? Surtout que toi, t'es née à peu près dans les années combien? 99. 99. Donc 99-2000, c'était pas non plus la folie à la télé, on n'avait pas de super modèles. Enfin, en tout cas, nos modèles n'étaient pas représentés. Ils existaient, mais ils n'étaient pas entendus. Et à quel âge tu t'es dit, en fait, mes parents, ils sont militants, il y a un truc, il y a quelque chose qui se passe? Je pense que c'est à l'adolescence, vers mes... Ah, c'était tôt, en fait. Peut-être vers mes 11 ans, par là. Parce qu'à ce moment-là, je sais que mon père, il me parlait beaucoup de l'histoire de l'Afrique. Et au départ, je comprenais pas trop. Je me disais, mais c'est nouveau, ça. Et il avait commencé à me faire des cours sur l'histoire de l'Afrique, sur l'histoire du Gabon, parce que je suis d'origine gabonaise. Et il voulait aussi m'apprendre le mienné, c'est une langue du Gabon, le mienné. Donc je me suis dit, ok, je comprends, c'est l'histoire, etc. Donc ça, c'était une chose. Et vers mes 15 ans par là, ils ont commencé à aller aux manifs, à des manifs contre le racisme, contre la France-Afrique, enfin ce genre de thème. Et je crois que la première manif où je suis allée avec eux, j'avais 15 ou 16 ans. Donc là, j'ai vraiment pris conscience que, ok, ils sont militants. T'es d'un milieu militant, là, d'une famille d'activistes. C'est là. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, j'ai envie d'en savoir plus, ou déjà tu t'avais commencé à t'immerger un peu dans le... J'avais commencé à m'immerger un peu parce que déjà, vu que j'étais fille unique, j'étais quasiment tout le temps entourée d'adultes. Les seuls enfants avec qui j'étais, c'était mes amis ou les camarades de classe, tout ça. Donc j'allais souvent avec eux, à des conférences, donc j'étais vraiment immergée assez tôt. Et ça m'a permis de voir les choses sous un autre regard, je pense. Ouais, je me souviens, ce que tu dis là, ça me fait penser à ma mère qui va nous emmener tout le temps au musée.
Oui. Et elle m'avait amené une fois, donc sans ma sœur, pour aller voir une expo sur les Black Panthers. Et c'est là que je me suis dit, il y a un truc. Parce que les images étaient assez fortes, assez frappantes. Et pareil, alors ma mère est peut-être pas... elle n'est pas impliquée dans un collectif ou autre, mais elle a toujours milité pour que justement on lise plus de livres, même dans sa bibliothèque. C'était accessible. C'était la bibliothèque, des livres sur la culture noire, sur les luttes du peuple noir, et de nous amener donc voir des expos, écouter des conférences. Oui. Donc même s'il n'y avait pas ce militantisme dans un collectif très cadré, c'était quand même c'était là. Quoi. Donc, et je trouve ça vachement important pour la les construction. enfants. Oui, c'est vrai. Et à part cette manifestation que tu as fait justement avec tes parents, est-ce qu'il y a d'autres événements, là tu me parlais de conférences, mais est-ce qu'il y a des trucs, d'autres choses que tu as faites ou qui t'ont marqué un petit peu? Ouais, il y avait le premier Kwanzaa à Africa Mat, au moment où Jean-Philippe Montouné, Kalamu Montouné était encore vivant. Et c'était incroyable en fait. C'était incroyable. Et Kwanzaa, en fait, pour expliquer, c'est une fête panafricaine qui a été créée par Maulana Karenga dans les années 60, il me semble. Et ça tourne autour de 7 principes. Et en fait, c'est pour mettre en avant l'histoire de la communauté africaine partout dans le monde, surtout noire. Par contre, c'est ouvert à tous, en fait. Et on célèbre différents principes. Et Kwanzaa, ça vient du Kiswahili qui veut dire la fête des fruits. Et donc ça, c'est vraiment un événement qui m'a marquée parce que c'était le premier Kwanzaa, c'était dans une ambiance super. Donc ouais, ça m'a marquée. Moi, je l'ai jamais fêté, en plus je l'ai découvert il y a pas longtemps. Et cette cérémonie de se dire que tu as une histoire commune, et tu as une cérémonie appropriée et tu peux la faire avec, comme tu disais, n'importe qui. Tu pourras aller aux États-Unis, tu pourrais la célébrer aussi. Tu pourrais aller en Asie et tu retrouves une communauté, la diaspora africaine, et tu peux la célébrer aussi. Tu as les mêmes codes, le même langage en fait. Et tu te retrouves autour de la table avec la famille et puis les amis de la famille, avoir les bougies, tout le cérémonial. Je trouve ça trop beau. Je l'ai jamais fait parce que je l'ai découvert il y a pas longtemps. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien, vraiment bien intégrer dans le... Je trouve ça trop beau, comme symbolique, comme célébration, je trouve ça vraiment chouette. Et le souvenir que tu en as gardé, c'est quoi? Est-ce que tu te rappelles des gens qu'il y avait, de comment ça s'est passé? Je me rappelle de certaines personnes qui étaient là. En fait, c'est surtout l'ambiance que je garde en tête, parce que j'avais jamais été dans une ambiance comme ça. Il y avait quelques enfants, mais on n'était pas nombreux. Il y avait aussi quelque chose qui m'avait fait beaucoup rigoler, c'est qu'à un moment, il y avait chaque personne qui parlait un peu de son expérience, qui faisait un discours. Et moi, je pensais qu'en fait, c'était fini et je me suis mise à applaudir toute seule. Et ça a fait rire tout le monde. Mais je me suis pas sentie vraiment gênée, je me suis dit, oh mince. J'ai raté mon coche, mais c'est pas grave, t'inquiète. Ça. J'avais que 11 ans, donc voilà. Ouais. Et est-ce qu'au niveau des plats, au niveau de la cuisine, parce que la cuisine dans la culture afro-caribéenne, c'est quelque chose, est-ce que tu te rappelles, c'était quoi? C'était un banquet? Je crois qu'on avait un banquet et on pouvait se servir, je crois que c'était ça. Ouais, je crois. C'est vraiment chouette. Ouais. Au niveau du couple, si ça ne te dérange pas d'en parler, de tes histoires passées sans jamais citer de nom parce qu'on n'est pas là pour les noms, est-ce que tu as des souvenirs positifs, négatifs ou neutres, ou juste des souvenirs qui te viennent sur le rapport entre ton identité, le couple, ton partenaire ou ta partenaire, toi, enfin tout ça mélangé, est-ce qu'il y a des choses qui résonnent? Oui, il y a des choses qui résonnent parce que c'est un peu comme mes amitiés que j'avais depuis l'enfance. C'est-à-dire que parfois j'ai senti que le fait que je sois dans une forme d'authenticité, de retour à la spiritualité africaine, que je gomme pas cette partie de moi, j'ai senti que des fois ça pouvait poser problème. Qu'au début ça paraissait plutôt être accepté et qu'au bout d'un moment il y avait comme une distance en fait. Ça venait pas forcément de la personne elle-même, mais ça pouvait venir de la famille, de la personne. Et après, il y a une influence qui se fait aussi. Quoi. Ouais. Et au niveau de ces discussions que tu as, ou même pas forcément des discussions, parce que c'est peut-être aussi du ressenti, où tu sens que soit on te regarde d'une certaine façon, on te pose des questions qu'on ne poserait pas dans d'autres familles. C'est vrai.
Et est-ce que ça t'a pu en parler avec ton partenaire du moment ou pas? Je sais plus. Je sais que j'en parlais souvent en début de relation, mais je pense qu'au bout d'un moment, je parlais ah bah tiens, il y a un événement, on a organisé un événement comme ça, machin. Et des fois, j'essayais de prendre un peu la température pour voir où se situait la personne. Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce que ça l'intéresse pas? Est-ce qu'il est conscient du racisme? Est-ce que... C'était un peu ça, en fait. Ouais. Et par moments, quand je sentais qu'il y avait une petite... un désintérêt, je me disais, ok, là, je sais sur quoi je sais quoi. Mais sans pour autant me dire, ah, c'est fini, c'est mort. Ouais. Et est-ce que justement, par rapport au fait que t'es pas dans la fermeture, est-ce que tu vas plutôt être du genre... bon, tu tâtes le terrain, mais est-ce que tu vas être du genre à dire ah bah tiens, il y a cet article, est-ce que ça t'intéresse de le lire? Ou de dire voilà, comme si t'essayais de faire comprendre ce que tu vivais, parce que c'est important quand t'as, même en amitié, de dire on est différents, voilà ce que je vis, montre-moi ce que tu vis. Est-ce que t'es dans ce genre-là, dans le genre dans ce genre de partage, ou t'es plutôt dans le truc de en vrai, pareil, j'ai mon énergie pour moi, j'ai un peu de mal à canaliser? Je pense que j'ai besoin de partager. Pas forcément partager pour convaincre, mais partager parce que je me dis ah mais c'est important, on peut en parler. Voilà. C'est dans ce sens-là que je vais dire ah oui j'ai vu ça, ah qu'est-ce que tu penses de ça, c'est dans ce sens-là. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Et même pour le fait que tu sois une femme, je sais pas avec quel genre de personne tu sortais ou tu sors, mais si par exemple tu es en relation classique hétéro, quand tu sors avec un homme, il y a aussi ce clivage-là, si tu sors en plus avec un homme qui est blanc, du coup ça fait double, pas de distance, parce que c'est pas des distances, mais c'est quelque chose que... Enfin, on va avoir beaucoup plus de mal à expliquer ce qu'on ressent ou ce qu'on vit quand en face de nous on a quelqu'un qui est très différent. Donc que ce soit l'afroféministe ou autre chose, c'est toujours un peu plus compliqué d'expliquer à la personne mon expérience c'est ça, qu'est-ce que toi t'en penses, est-ce que t'en as déjà entendu parler? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que moi je suis hétérosexuelle et c'est vrai que même avec certains hommes, enfin dans les débuts de mes relations amoureuses, au départ je n'osais pas parler de qui j'étais vraiment. Genre oui en fait je viens d'une famille de militants, je sais pas, j'avais une pudeur parce que je me disais c'est susceptible de faire partir la personne. Vraiment. Et c'est après que je me suis dit mais non, enfin faut que je dise les choses telles qu'elles sont, j'ai pas à avoir honte de ça quoi. Déjà t'as pas à avoir honte parce que y a pas de quoi, mais en plus je me dis si vraiment la personne part, tant mieux. Oui, parce qu'en fait ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble, c'est tout. Et vaut mieux le découvrir assez tôt dans la relation, tu te dis bon la personne là elle est pas du tout sur le même truc, donc autant plutôt que d'avoir construit une image d'une personne alors qu'en fait t'es pas du tout ce que tu prétends être. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, de notions de couple qui t'ont marqué ou de ton identité, ou même d'autres choses en fait, parce qu'il y a tellement de choses à voir et que tu aimerais aborder? C'était surtout ça. Après, je pense que aussi, en tant que femme noire afrodescendante, par moments ça peut être compliqué pour nous dans le monde du dating parce que il y a une sorte de comment dire, peut-être qu'il y a des attentes par rapport à ce qu'on devrait être, à ce qu'on veut nous et à aux personnes qu'on va rencontrer en fait. Je pense que des fois ça peut être compliqué, surtout quand on veut s'assumer tel qu'on est, qu'on a des valeurs, qu'on veut défendre certaines causes, qu'on se rend compte que oui en fait c'est pas tout le monde qui va adhérer quoi, c'est tout. Ouais, clairement. Et est-ce que tes parents ont rencontré justement les partenaires avec qui tu vivais? Est-ce qu'il y a eu des relations géniales ou au contraire un peu compliquées? Ils ont rencontré une personne, ouais. C'était une personne qui était dans le même mouvement que moi, donc ça allait au début. Après il y a des choses qui ont fait en sorte la vie. Mais je n'ai pas présenté beaucoup de personnes, c'est vrai. Et dans ce que tu disais justement, dans ce miroir, en fait, quand tu es dans le monde du dating, quand tu es dans l'idée de rencontrer des gens,
t'as d'un côté cette peur de rejet, entre guillemets, de ce que tu es toi. Et de l'autre côté, t'as la peur du fantasme de une femme noire. Oui, c'est ça. Avec tout ce qu'il y a derrière comme connotation, notamment en Europe. Et se dire que à moins de commencer à connaître la personne, tu sais jamais vraiment si la personne est là pour le cadre ou si c'est parce que juste intéressante et que c'est cool et on s'amuse. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est encore autre chose. Exactement. Et pour ce qui est de... On a dit ça, on n'en parlait pas, donc je couperai. On va parler cette fois-ci de tes passions, de ce que tu fais dans la vie, mais pour te vider la tête, pour grandir, t'inspirer et tout ça. Ça, c'est une partie que j'adore parce que je suis passionnée par les gens passionnants et par les gens qui sont aussi passionnés. Est-ce que tu as un hobby en particulier? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? La musique. Je suis chanteuse. C'est bizarre parce que il y avait pas longtemps, j'avais du mal à le dire. Ouais. Je disais juste je chante. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est une autre étape de dire je suis chanteuse. Donc je suis chanteuse en indépendant. Je ne suis pas dans un label ni dans une maison de disques. Et je fais surtout de l'afro, de la soul et du R&B. Je fais surtout des reprises et des medleys. J'ai un compte Instagram. J'ai même une page YouTube, enfin une chaîne. C'est Hiroi Session. On va l'écrire. Voilà, vous allez l'écrire. Et la musique, ça m'est venu quand j'étais à la fac. Enfin, je chantais déjà, mais sans que ce soit vraiment sérieux. J'ai découvert l'atelier chant de la fac. Et au début, en plus, c'était vraiment quelque chose de secondaire. Parce que je voulais suivre mon cursus. C'était les langues, littérature, anglais, espagnol, voilà. Double licence. Je veux avoir ma licence. Après le master. Et voilà, vraiment, dans ma tête, c'était comme ça. C'était des cases à cocher et on y va. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Les aléas de la vie ont fait que je me suis arrêtée en deuxième année sans la valider. J'avais validé ma première année. Et je pense que j'avais tellement de pression que je me mettais moi-même. Tellement de pression, peut-être un petit peu des professeurs, parce que j'avais été la seule à valider la double licence. D'autres étaient partis. La plupart, ils n'étaient pas forcément là où ils voulaient être dans leur filière. Et je m'étais dit, ok, je choisis un atelier. Je voulais faire théâtre. Il y avait que des places qui restaient pour le chant. J'ai fait, ok, je vais faire le chant. Je me suis dit, ah mince, en fait, c'est genre, il faut chanter en solo, quoi. C'est pas genre une chorale. Ok. J'ai commencé, j'étais comme ça au début. Vraiment, je tremblais. J'avais la voix qui tremblait, enfin, le corps tremblait, la voix tremblait, voilà. Et d'un moment, je me suis dit, bon, je vais faire des efforts et tout, machin. Ça a commencé à venir. Après, j'ai eu un coach vocal en ligne. Et en même temps, je suivais toujours les cours de chant. Et j'avais aussi des amis à la résidence, parce que je vivais sur le campus, à 5 minutes à pied de la fac. Et ils faisaient du gospel, ils chantaient. J'étais pas chrétienne, mais je me suis dit, j'ai envie de chanter, donc j'y vais, quoi. Et on a chanté comme ça. Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment envie de faire ça, quoi. Et sur le coup, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je me suis dit, bon, c'est une passion. Voilà, c'est un hobby, quoi. Ça me fait passer le temps. Après, je me suis réorientée. Et au final, j'ai fini par voir qu'il y avait tout qui m'a amenée vers la musique. Donc je me suis dit, ouais, en fait, c'est vraiment ce que je veux faire. Ça me permet d'extérioriser, de faire passer quelque chose, quoi. Et est-ce que tu fais partie de ceux qui... Parce que tu composes aussi tes textes? J'écris, je compose pas, mais j'écris. J'ai des textes dans les tiroirs, on va dire. Ouais. Donc tu les écris, est-ce que quand tu les écris, tu as besoin d'être plutôt d'humeur positive, entre guillemets, ou au contraire, tu fais partie de ceux qui sont j'écris mieux quand ça va pas et quand j'ai besoin de vider un truc et de sortir le truc? J'ai un peu les deux cas, c'est-à-dire des fois je suis vraiment mal et je me dis ok, écrire ça va vraiment me faire du bien parce que j'ai besoin de faire ressortir toute cette peine, tout ce chagrin. Et par moments je suis très bien et j'écris, je me dis oh mais ça c'est pas mal. Non. Ça va être dans les deux cas, ouais. Et pour tout ce qui est militantisme, communauté africaine, afro, etc., est-ce que tu l'intègres dans tes textes? Dans certains textes que j'ai écrits, oui. J'attends d'être prête, entre guillemets, à en faire quelque chose. Et ouais,
Je pense que j'ai envie de creuser là-dessus aussi. Et t'écris plutôt en français, en anglais J'écris en français ou dans et d'autres en langues anglais. Ouais. Est-ce qu'il te viendrait l'envie d'écrire dans d'autres langues vu que tu maîtrises quand même pas mal de Oui, et enfin il faudrait quand même que je sois un peu plus à fond dans la langue de chez moi, le mienné. Revoir tes bases. Voilà, et tout revoir ça, mes bases et avancer un peu plus plutôt que juste dire bonjour, au revoir, comment ça va, bon appétit, enfin voilà. Ouais. Et qui t'inspire, qui t'a inspiré, c'est qui tes muses Erykah Badu. J'ai aussi India Arie. Dans la sphère francophone, ça va être Lucène de Yakuza, Iseult. Qui d'autre c'est surtout des femmes noires. Et aussi dans la sphère anglaise, Georgia Smith. Et dans des temps un peu plus anciens, je pense aux années 20, 30, 40, 50, 60 et tout ça, est-ce qu'il y a des gens Nina Simone. Nina Simone. C'est cool comme référence, je trouve. Et est-ce que du coup, toi tu écris, mais quand on fait de la musique, souvent on aime bien être accompagné, soit par des instrus, soit par des instruments. Est-ce que tu préfères être accompagné avec des instruments live ou c'est plutôt du son, de l'électronique? C'est vrai que dans le meilleur des cas, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est être accompagné par un guitariste. Et ça s'est fait de temps en temps. Et c'est ce que j'aime beaucoup en fait, parce que j'ai l'impression que ça donne une autre dimension que quand c'est plus électronique. Ça veut pas dire que j'aime pas l'électronique, mais je trouve qu'il y a une autre dimension quand c'est en acoustique. Et est-ce que tu aimerais faire des concerts? Est-ce que tu en fais déjà? J'ai fait quelques concerts, et j'aimerais juste en faire plus souvent. C'est ça. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu es justement face à des gens? Eux ils sont dans le noir, mais toi tu es en lumière. Est-ce que, à part la période de stress que tout le monde doit avoir, j'allais dire le trac au début, mal au ventre et tout ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur scène? Parce que j'ai jamais été sur scène, du coup ça m'intrigue. Moi je trouve qu'il y a une grosse différence entre être sur scène avec plusieurs personnes et être sur scène en solo. Parce que j'ai commencé la scène quand j'avais 7 ans, je faisais de la danse. C'est tout. Et j'avais pas vraiment de trac. Par contre, quand tu montes sur scène et que tu sais que tu vas chanter toute seule, même si tu as un guitariste à côté, c'est autre chose. Parce que j'ai vraiment cette impression de me mettre à nu, en fait. C'est vraiment... les gens, ils vont vraiment me voir, là. Ils vont vraiment voir mes émotions, voilà. Donc au début, ça va être un petit peu... stress, mais il faut surmonter ça. Et ensuite, une fois qu'on arrive à surmonter le stress, c'est... je saurais pas comment le décrire, c'est assez apaisant de pouvoir transmettre ce qu'on ressent, de pouvoir transmettre ce qu'on vit aux gens. Et de voir en fait qu'il y a des gens qui sont là en mode waouh, ah oui, je vois ce que tu chantes, quoi. Je me reconnais dans ce que tu dis ou dans l'émotion que tu transmets. Je trouve ça fou. Et je trouve ça vraiment fou. Et pour la communauté, enfin pour la terre entière, j'ai envie de dire, pas forcément la communauté, qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'avenir, sachant qu'il y a tout ce qui est écologie, tous les problématiques qu'on rencontre actuellement. Est-ce qu'il y a une sorte de vœu que tu aimerais envoyer dans l'univers? Qu'est-ce que tu souhaiterais pour la suite? Moi je pense que ce qui est important en ce moment, dans quel que soit le contexte familial, avec les amis, avec ses proches et même des personnes, des connaissances, c'est de faire preuve de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Parce que la bienveillance, c'est pas quelque chose qui devrait être étrange. Ça devrait être normal, ça devrait aller de soi de faire preuve de bienveillance. C'est le strict minimum en plus. C'est ça. Bienveillance, quand tu dis ce mot, c'est vraiment... c'est pas un effort en fait, c'est juste le strict minimum. Exactement. Politesse, prendre soin des autres, sans forcément être vampire sur tout le monde, mais le strict minimum en fait. C'est ça. Ce naturel, je suis d'accord. Et qu'est-ce que tu souhaiterais aux générations suivantes qui arrivent
Justement des personnes qui seraient d'origine africaine, antillaises, et qui seraient un peu paumées sur le cheveu, le corps, le fait d'être un homme, une femme, bref, peu importe, tout ça, qu'est-ce que tu leur souhaiterais? D'apprendre à se connaître, d'apprendre son histoire personnelle sur sa famille et d'apprendre aussi l'histoire en général, l'histoire de l'humanité. Parce que je pense que c'est important de comprendre le passé, de comprendre son passé pour pouvoir avancer vers son avenir. Je pense vraiment, c'est ça. Et aussi de ne pas se perdre dans la surinformation, c'est-à-dire de tellement vouloir être au courant de tout qu'on est complètement submergé. Je pense qu'il faut par moment prendre du recul pour assimiler certaines choses. Ça peut être sur n'importe quel sujet, sur l'histoire, sur ah oui, je veux prendre soin de mes cheveux, mais je vais pas commencer à binge-watcher des trucs à n'en plus finir. Au point, je vais avoir mal à la tête et je vais me dire que j'ai besoin d'un casque chauffant pour prendre soin de mes cheveux. Parce que j'avais déjà vu des commentaires sur YouTube de filles qui disaient non, mais j'ai pas ça chez moi, je sais pas comment je vais faire. C'est pas grave. Je me suis dit, mais non, en fait, on peut faire simple. Hydratation, nutrition, de l'huile végétale, de l'eau, un peu de crème, après le shampoing, et c'est tout. On n'est pas obligé de faire un masque par-dessus un masque, par-dessus ceci. De passer tout ton dimanche coincé c'est dans ça. ta salle En de fait, bain. c'est vraiment par rapport aux cheveux, j'ai appris qu'il fallait faire simple. Mais je pense que c'est valable pour tout. Au final, la simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux. On parlait d'alimentation très rapidement tout à l'heure, faire simple aussi dans l'alimentation. Oui. Les produits les meilleurs pour la santé, c'est ceux qui ne sont pas retransformés avec une liste d'ingrédients de 50 000. C'est les produits les plus bruts. Alors je dis pas que je mange bien, mais je le sais. Donc, oui, c'est ça, il faut être conscient de ce qu'on mange. Ouais, c'est exactement pareil. Et qu'est-ce que tu te souhaites à toi pour la suite des choses? De réaliser mes projets. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, je te le souhaite aussi. Merci. Plein de bonnes choses. Que tu puisses faire tout ce que tu as envie de faire dès que tu en as envie, sans limite, sans restriction, que tu t'éclates à fond. Oui, ça va être cool. Merci. Je te remercie d'avoir participé, d'avoir pris le temps de venir, parce que tu viens de loin. C'est vrai. Donc je te remercie beaucoup. Moi, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et je te souhaite vraiment le meilleur. Merci. Je te souhaite le meilleur aussi. Ouais. Salut.